L'Union européenne doit-elle suspendre l'octroi de visas aux Russes en raison de la guerre en Ukraine? Cette question qui divise les 27 États membres est au cœur d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Prague. Plusieurs pays de l'Est, voisins de la Russie comme la Finlande, la Pologne et les pays baltes, prônent la plus grande fermeté à l'égard des ressortissants russes. Nous devons augmenter immédiatement le prix de l'agression pour le régime de Poutine. Nous pourrions emprunter une voie plus lente comme nous l'avons fait avec les 7 paquets de sanctions précédents. Mais je pense que l'heure est cruciale et la perte de temps se paye avec le sang des Ukrainiens. La Finlande va limiter dès le 1er septembre le montant des visas touristiques pour les touristes russes et nous proposons ici que des mesures similaires soient prises par l'ensemble de l'Union européenne. Pour nous, il est important de montrer qu'au moment même où les Ukrainiens souffrent, le tourisme ordinaire ne peut pas se poursuivre et que nous devrions être plus restrictifs en matière de visas touristiques. D'autres pays comme l'Autriche, le Luxembourg et surtout la France et l'Allemagne s'opposent à une interdiction totale de visas, estimant que les sanctions doivent d'abord viser les soutiens au président Poutine et non pas la population russe dans son ensemble, notamment les étudiants ou les artistes. Cette réunion des 27 pourrait déboucher sur un compromis. La mission est en route. L'équipe d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait arriver ce mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia aux mains de l'armée russe et cible de bombardement depuis plusieurs semaines. Dans son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de viser l'itinéraire des experts. C'est une mission importante et nous ferons tout pour qu'elle se déroule en toute sécurité. Malheureusement, les attaques russes se poursuivent, précisément là où la mission doit arriver. J'espère que les experts pourront commencer leur travail. Kiev et Moscou continuent de s'accuser mutuellement des bombardements qui mettent en danger la centrale. Selon Igor Konashenkov, seule la défense russe permet de neutraliser les attaques ukrainiennes. Au cours des dernières 24 heures, l'artillerie ukrainienne a tiré 2 obus qui ont explosé à proximité du bâtiment spécial numéro 1 de la centrale nucléaire. La situation en matière de radiation à Zaporijjia reste normale. S'il est difficile d'avoir des informations indépendantes concernant la situation sur le terrain et sur les chances de réussite de la contre-offensive ukrainienne, les combats semblent s'intensifier, notamment à Kharkiv et dans le Donbass. Kiev a affirmé avoir détruit des dépôts de munitions et pilonné des postes de commandement de Moscou. En réponse, la Russie a déclaré avoir infligé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes et repoussé des tentatives d'offensive dans la région de Kherson ainsi qu'à Mykolaiv, plus à l'ouest. Trouver des alternatives pour assurer l'indépendance énergétique de l'Union européenne. 7 pays baltes et scandinaves ont annoncé ce mardi qu'ils s'engageraient à multiplier par 7 leur production d'énergie éolienne afin d'atteindre 20 gigawatts d'ici à 2030. Cela permettra de fournir de l'électricité à 20 millions de foyers. Le chantage de Vladimir Poutine sur le gaz a échoué. Nous allons accélérer la transition écologique, nous nous débarrassons de la dépendance au gaz russe et nous allons accélérer les énergies renouvelables, propres, moins chères et produites sur place. D'ici 2050, la capacité de l'éolien en mer Baltique pourra encore être triplée. L'Union européenne souhaite également réformer le marché de l'électricité afin qu'il ne dépende pas du prix du gaz. Ce chantage énergétique de Moscou a également relancé la question de l'augmentation des interconnexions énergétiques. C'est notamment le cas pour le gazoduc MidCat qui permettrait de relier l'Espagne à l'Europe centrale. La France s'y oppose depuis longtemps, mais le chancelier allemand souhaite relancer le projet, abandonné depuis 2019. Je suis favorable à la création d'une telle connexion. Il s'agit d'améliorer les interconnexions du réseau gazier européen aujourd'hui et à long terme d'utiliser ensemble l'hydrogène en Europe. Un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité se tiendra ce vendredi en France. Le géant Gazprom a annoncé au groupe Engie que les livraisons de gaz allaient être suspendues dès ce jeudi. Pour contrer le risque de pénurie, le gouvernement français appelle donc à la sobriété énergétique. Nous devons consommer moins d'énergie chez nous, dans les transports, dans les commerces, dans les entreprises, dans les administrations. C'est un engagement collectif de réduction de la consommation d'énergie qui doit être pris.
La première ministre avait également exhorté lundi les entreprises à agir pour améliorer leur consommation d'énergie, faute de quoi elles seraient les premières touchées par des mesures de rationnement dans les prochains mois. Le monde exprime son émotion. Ce mardi, l'ancien dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, s'est éteint à 91 ans. L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions et hommages parmi les dirigeants mondiaux. À commencer par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a salué sur Twitter un dirigeant digne de confiance et respecté. De son côté, le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a rendu hommage à un homme d'État unique qui a changé le cours de l'histoire. Boris Johnson a exprimé sa tristesse à l'annonce du décès de Gorbatchev et a salué son courage et son intégrité. Emmanuel Macron l'a également remercié pour ses choix qui ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Gorbatchev, un homme de paix, également salué en Australie. Quand le monde vivait des conflits et des impasses, il voyait la paix et les solutions. Il était l'exemple même du courage. Il nous a rappelé qu'il fallait plus de courage pour mettre fin à une guerre que pour en commencer une. Les premières réactions internationales saluent le rôle crucial d'un homme qui a contribué à mettre fin à la guerre froide. Des hommages qui contrastent avec la sobriété du président russe Vladimir Poutine, qui a simplement exprimé ses profondes condoléances dans un télégramme à la famille et aux proches de l'ancien dirigeant. Après l'escalade, la tension est redescendue de plusieurs crans dans les rues de Bagdad. Les heurts ont cessé dans la zone verte, quartier très sécurisé de la capitale irakienne. De violents combats qui ont fait 30 morts et au moins 500 blessés y ont eu lieu en début de semaine entre forces de sécurité nationale, paramilitaires et brigades des partisans de Moqtada Sadr après l'annonce de son retrait de la vie politique. Mardi, le leader chiite fustige le recours aux armes de ses partisans. « Je présente mes excuses au peuple irakien, seul affecté par les événements », déclare-t-il. Le couvre-feu décrété lundi a été levé, tandis que le président Barham Saleh s'est prononcé en faveur d'élections législatives anticipées. L'organisation, dans de brefs délais, de nouvelles élections, conformément au consensus national, représente une porte de sortie de la crise, des querelles que nous traversons. L'Irak se trouve dans une impasse politique depuis les élections d'octobre 2021 qui n'ont permis de désigner ni nouveau Premier ministre, ni nouveau président. L'imam menacé d'expulsion du territoire français est en fuite. Le Conseil d'État a validé ce mardi l'expulsion d'Hassan Iqiyoussen, une décision que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a qualifiée de grande victoire pour la République. L'imam de nationalité marocaine est accusé d'avoir tenu des discours antisémites et misogynes sur sa chaîne YouTube face à une audience de près de 180 000 abonnés. En pleine campagne pour les élections législatives de mi-mandat de novembre, Joe Biden a pris position pour abolir les fusils d'assaut, n'en déplaise à la NRA, le puissant lobby pro-armes américain. En réaction à des fusillades meurtrières dans des écoles, le président des États-Unis avait déjà signé un texte historique plus tôt dans l'année pour renforcer les mécanismes de contrôle au moment de l'acquisition d'une arme à feu. Le 31 août 1997, le monde apprenait le décès de Lady Diana, victime d'un accident de voiture à Paris. 25 ans plus tard, le souvenir de la princesse de Galles reste ancré. Comme chaque année, certains ont déposé des fleurs devant le palais de Kensington à Londres ou près de l'entrée du tunnel où la princesse est morte à 36 ans. De leur côté, ses fils Harry et William lui rendent hommage discrètement et séparément. On la surnomme la Deauville allemande. Mais depuis près de 3 mois, la très chic île de Sylt en mer du Nord attire des visiteurs que l'on n'attendait pas. Près d'une centaine de punks venus du continent ont installé tentes et duvets et comptent bien rester encore un moment. Il s'agit d'une sorte de protestation. Nous essayons d'attirer l'attention sur le problème du capitalisme. Cette île est faite pour les riches. Tout le monde devrait pouvoir venir. Cet été, les Allemands ont pu emprunter les réseaux de transport régionaux du pays pour 9 € seulement par mois. Il n'en fallait pas plus pour convaincre ces groupes de punk, mais l'idée n'est pas au goût de tous. Je n'aime pas quand ils sont si nombreux, ils n'ont pas leur place ici. Sur la place de notre petite mairie, les personnes âgées avaient l'habitude de pouvoir s'asseoir en toute tranquillité. Maintenant, les punks ont pris leur place. C'est sale et dégoûtant.
Mais Lille devrait vite retrouver son côté bon chic, bon genre, avec la fin du pass à 9 € ce mercredi.